Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon lundi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean-Saint-Pierre, j'anime en semaine Côte-Nord Attitude sur l'heure du midi au FM 94 avec bonheur à part ça. Et le lundi midi, je suis en compagnie de Valérie Dionne, animatrice de Y'a des matins. Bonjour, bienvenue. Bon midi Jean, bon midi tout le monde. Ça a de l'air ensoleillé et beau aujourd'hui, oui, mais ça va se gâter malheureusement, nous dit-on, du côté des prévisions météo. Du côté de l'émission, on a pas mal de contenu à saveur économique. On parle de plusieurs vieux dossiers du côté de Port-Cartier, deux grands dossiers qu'on jase depuis très longtemps à Port-Cartier. L'érosion des berges à Place-Mécormic et l'eau potable du côté de Pentecôte. On a eu officiellement un refus le 7 novembre dernier. Ce matin, je me suis rendu à l'hôtel de ville de Port-Cartier. On nous a convoqué, la mairesse, tout le conseil municipal de Port-Cartier était là et également la députée de Duplessis. C'est qu'on est extrêmement déçus du refus là du ministre Martin Coiteux d'accorder une subvention pour financer les projets d'amélioration du réseau ou de création d'un réseau d'eau potable parce qu'il y a bien des gens qui doivent s'arranger avec pas grand-chose pour l'eau potable. C'est tout à fait compréhensible là, cette conférence de presse puis cette déception de leur part puis le fait de sortir tous ensemble aussi. L'eau potable, il me semble que c'est pas mal une base. Hein? Oui. Et hier, je suis allé rencontrer des gens à Place Mécormic à Port-Cartier. Eux aussi, là, ils vivent des choses vraiment pas le fun, là, à chaque tempête. Et il y en a eu une bonne mercredi passé, on s'en rappelle, avec la grande marée, la super lune. On a craint encore de perdre des parcelles de terrain pour 8 résidents, 8 maisons qui sont menacées de l'érosion des berges à Place Mécormic. C'est pas toujours drôle à vivre, là, l'angoisse à chaque tempête revient pour ces gens-là qui ne peuvent pas profiter pleinement de leur propriété. Ils sont dans un beau coin, tout près du centre-ville de Port-Cartier, sur le bord de la mer, mais malheureusement, l'érosion des berges vient leur gruger des parcelles de terrain à chaque tempête. Puis là, on est en pleine saison là des grandes marées, donc jusqu'en janvier, il y a encore de bons risques de perdre des terrains dans ce coin-là. C'est Monsieur Pierre-André Lelièvre qui travaille très fort dans le dossier des résidents de Place Mécormic depuis quelques années qui sera avec nous. De même que Rolande Bélanger. On va les entendre vers 12h35 sur nos ondes. L'entrevue avec Violaine Doyle, Lorraine Richard, députée de Duplessis, et Alain Thibault, conseiller du côté de Pentecôte, vous sera proposé en fin d'émission vers 12h50. Dans quelques instants, on vous propose un retour sur le précieux passage de Pierre-Gabriel Côté chez nous. C'est survenu jeudi dernier. Monsieur Côté est le président-directeur général d'Investissement Québec et on le sait, il a répondu à l'invitation de la Chambre de commerce de Sept-Îles pour agir avec plus de transparence face au dossier Mine-Arnaud, une organisation drôlement importante pour l'économie de Sept-Îles et la Côte-Nord. Investissement Québec est actionnaire d'Aluminerie Alouette, embarqué dans les projets de mine de fer avec Tata Steel. C'est le principal actionnaire de Mine-Arnaud. Donc, on fait le tour un peu de tous ces dossiers avec Pierre-Gabriel Côté, extrait du point de presse et courte entrevue avec lui réalisée jeudi lors de son passage à Sept-Îles. C'est aussi la semaine de la toxicomanie, Valérie. Effectivement, on est en plein dedans. C'est la 26e semaine de prévention de la toxicomanie. Ça a commencé hier et ça se poursuit jusqu'à samedi prochain. Et tu sais qu'ici, on a le centre d'intervention, le Rond-Point, qui joue un rôle pour prévenir justement la toxicomanie, pour venir en aide aux jeunes qui sont aux prises avec ces problèmes-là. Et là, cette semaine, bien sûr, on aura des activités pour promouvoir la prévention de la toxicomanie, entre autres auprès des jeunes, des 13 à 24 ans. Il y aura les 10 à 12 ans également qui seront visés avec différents thèmes. Donc, c'est quoi les actions qu'on va prendre cette semaine pour promouvoir la prévention de la toxicomanie? C'est ce dont on va parler avec Jean-François Albert qui est intervenant au Rond-Point. Il devrait être avec nous vers 12h25, Monsieur Albert du centre d'intervention Le Rond-Point. J'ai dit intervenant, mais c'est le directeur général à part de ça. Oui, et puis avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
Ben d'abord, un communiqué de la ville de Sept-Îles concernant les arrérages de taxes impayées relativement aux anciennes installations de Cliff. La ville donne un mandat à la firme Steen Monash, d'une firme de procureurs d'avocats, afin de déposer une demande de permission d'en appeler de la décision de la Cour, auprès de la Cour d'appel du Québec, de la décision de la Cour supérieure du district de Montréal, une décision émise le 17 novembre dernier concernant les arrérages, là, une décision qui dit que le gouvernement du Québec n'a pas à payer les taxes qui étaient la responsabilité de Cliff. Donc, la ville de Sept-Îles, considérant que le dossier, justement, est devant les tribunaux, la ville n'émettra aucun autre commentaire concernant ce litige l'opposant à la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire et l'administration portuaire de Sept-Îles. Le chef d'Ouachat, Mac Malioté-Dame, Mike McKenzie, défend la gestion du conseil de bande en matière d'éducation. Il précise que chaque fois qu'un enseignant Innu obtient son diplôme, il est engagé dans les écoles du conseil de bande. La convention des enseignants du conseil ITUM permet de remercier le dernier enseignant embauché qui ne provient pas de la communauté. Mike McKenzie répond ainsi à la pionnière de l'enseignement chez les Innu, Yvette Vachon. Elle a démissionné comme enseignante de langue Innu. Elle souhaite que la relève Innu soit formée par des enseignants Innu. Le chef Mike McKenzie soutient aussi que le conseil intensifie l'enseignement de la langue Innu et la transmission de la culture auprès des jeunes. Dans nos 3 écoles, on est en train de construire 3 temples Innu qui vont être érigés près des écoles. Fait qu'il va y avoir des enseignements en matière de la culture Innu. Donner un peu l'enseignement aussi au niveau de la culture, c'est important pour nous aussi de donner à nos enfants là, des activités traditionnelles des Innu. C'était le chef Mike McKenzie. Et puis la Côte-Nord a été durement touchée par une chute des investissements miniers de 22% en 2015, qui se poursuit en 2016, confirme le récent bulletin Mines en chiffres de l'Institut de la statistique du Québec. L'effondrement du prix du fer et du dioxyde de titane, amorcé en 2014, entraîne une baisse de près de 70% sur 2 ans pour les dépenses dans les complexes miniers existants sur la Côte-Nord. Une baisse plus modérée d'environ 5% est anticipé pour 2016 dans l'industrie minière. Par contre, pour 2017, on peut peut-être compter là sur une reprise du prix du fer sur les marchés internationaux. L'ensemble des métaux de base sont en reprise présentement. L'exploration, oui, pour de nouvelles mines est aussi en baisse sur la Côte-Nord depuis 2013, mais l'intérêt est grandissant pour les gisements de graphite près de Bécomo et d'apatite avec Mine Arnaud à Sept-Îles. L'Institut de la statistique a publié mercredi son rapport annuel sur l'industrie minière. Les investissements miniers sur la Côte-Nord et au Québec ont atteint un sommet en 2012. Le bilan de 2015 montre un retour au niveau d'investissement de 2009 pour notre région. La Côte-Nord demeure au 3e rang avec 26% des investissements miniers du Québec, derrière l'Abitibi à 28,5% et le nord du Québec qui représente 42% de cette industrie. Pour le CI3S Côte-Nord, il n'est pas question de fermer l'urgence de Port-Cartier et de détourner la clientèle vers cette île. La porte-parole du Centre intégré de santé, Sandra Morin, reconnaît qu'un problème logistique à Port-Cartier a fait l'objet de discussions avec le syndicat des infirmières. Il n'a pas été discuté de fermeture temporaire de l'urgence à Port-Cartier où il n'y a plus de lits de courte durée depuis plusieurs années. Cette clientèle est donc transférée à cette île. Sandra Morin précise qu'il n'y a qu'un poste d'infirmière vacant à l'urgence de Port-Cartier. La durée moyenne de séjour y est nettement plus élevée que la moyenne provinciale. Par contre, à l'urgence de cette île, la durée moyenne sur civière y est passée de 15 heures en 2014 à 9 heures en septembre 2016. Le syndicat des infirmières du nord-est du Québec a dénoncé la semaine dernière plusieurs conséquences des coupures du gouvernement en santé, dont le manque de personnel à l'urgence de Port-Cartier. La direction de la protection de la jeunesse a souligné la Journée internationale des droits de l'enfant hier en rappelant ses interventions dans les régions du Québec. Sur la Côte-Nord, la DPJ a retenu 1055 signalements de situations d'enfants vulnérables en 2015-2016. Il s'agit d'une hausse qui inquiète la directrice de la protection de la jeunesse basée à Sept-Îles, Marlene Gallagher. Malheureusement, on est une région au Québec où l'augmentation des signalements se voit d'année en année. La Côte-Nord se situe toujours entre 10 et 17-18% d'augmentation de signalements reçus. C'est sûr que dans les dernières années, la situation socio-économique n'est pas étrangère à une hausse
Sur la Côte-Nord, 43% des signalements retenus concernent de la négligence, 28% des abus physiques et 13% des mauvais traitements psychologiques envers des enfants. La directrice de la protection de la jeunesse de la Côte-Nord, Marlene Gallagher, rappelle qu'elle a le devoir de protéger tout enfant en situation vulnérable, mais que c'est le rôle de tous les citoyens de veiller à ce que les enfants qu'ils côtoient soient bien en sécurité dans leur milieu de vie. Voilà, ça complète ces actualités régionales. On fait un retour sur le passage du président-directeur général d'Investissement Québec à Sept-Îles jeudi dernier, Monsieur Pierre-Gabriel Côté. Extrait du point de presse et entrevue dans quelques instants. Attitude. Le Père Noël a vraiment tout. Enfin, presque tout. Oui, il y a des reines, des lutins, un traîneau qui vole, mais il n'y a pas l'enregistreur TiVo. Eh non, parce que l'enregistreur TiVo et ses fonctionnalités épatantes, il y a juste Cogeco qui l'offre. Jumelez Internet Ultra Fibre 40, 30 chaînes télé de votre choix et la téléphonie pour seulement 69 $ par mois pendant 6 mois. Et obtenez l'enregistreur TiVo gratuit pendant 12 mois. Ho, 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 on en connaît un qui va être jaloux. Des conditions s'appliquent. Passez à Cogeco. Passez en mode épatant. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 17 17. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Art. La salle de spectacle Jean-Marc Dion, en collaboration avec le Club Optimiste de Sept-Îles, présente le vendredi 25 novembre à 19h dans le noir, les yeux s'ouvrent. Dans le noir, les yeux s'ouvrent allie les arts du cirque, la technologie, les arts de la scène et le théâtre pour faire vivre une expérience qui s'inspire de la soif de connaissance des enfants. Un espace ludique entre ombre et lumière où la curiosité face à l'immensité mène à la jonglerie et à l'acrobatie. Une rencontre audacieuse entre la poésie de Nuages en pantalon et l'ingéniosité de cirque-théâtre des bouts du monde. Des billets sont encore disponibles au 9620100 ou achetez-les en ligne en tout temps au www.spectacle-7-il.com. Votre salle de spectacle est présente pour vous sur Facebook. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. On revient ce midi sur la visite très instructive du président-directeur général d'Investissement Québec à Sept-Îles jeudi dernier. Monsieur Pierre-Gabriel Côté a répondu à l'invitation de la Chambre de commerce de Sept-Îles qui réclamait de la transparence dans le dossier Ménarneau. Il a prononcé une conférence devant les gens d'affaires réunis au Carrefour Labbé jeudi. Ensuite, il a répondu aux questions des journalistes. Voici des extraits du récent point de presse du président-directeur général d'Investissement Québec à Sept-Îles. Les choses avancent. Je suis ici aujourd'hui pour rassurer la population, rassurer les partenaires qu'on a fait tout ce qu'il faut pour que le projet soit à flot, qu'on s'assure des prochaines étapes, mais que c'est pas fini. Le fait qu'on communique avec les gens, leur faire réaliser aussi les succès derniers, le fait qu'on ait récupéré l'attention de notre partenaire, acheteur de produits, Yara, et qu'on se remet à faire l'ingénierie. L'autre chose, faut pas oublier qu'il y a près d'un an, on a fait aussi aboutir l'achat des actifs de la Pointe-Noire de Cliff, qui sont maintenant propriété de la Société du Plan Nord. Et en faisant ça, on a créé une synergie importante entre l'investissement qu'on a fait à Pointe-Noire pour récupérer le contrôle de la logistique et pour la fosse du Labrador pour permettre de maintenir en vie le développement minier dans le secteur, tout en baissant les coûts de réalisation du projet de Ménarneau. On m'a demandé l'année charnière, c'est-tu 2017? J'ai trouvé que la question était très bonne, mais l'année charnière, c'était 2005, parce que tout aurait pu être mis en question. Alors que les étoiles ont continué de s'enligner et je suis très fier du travail de mon équipe qui l'a fait en sous-marin, en arrière des rideaux, en faisant des voyages en Norvège. C'est des choses que souvent les gens voient pas, mais qui font arriver les choses. Donc les prochaines étapes, c'est de poursuivre cette lancée-là, mais on a vraiment mis beaucoup de miel sur le projet. Il nous reste à trouver un partenaire, opérateur, pour que le projet prenne finalement forme. Ce qu'il faut trouver, c'est là où les conditions de marché vont changer.
Si vous suivez l'actualité de ceux qui font la transformation de la petite, vous allez voir qu'il y a des mines qui vont fermer. Nous, on est à l'affût de ça, là. Et qu'il va y avoir des gens qui sont des clients de ces gens-là qui vont falloir qu'ils se trouvent d'autres approvisionnements. Mais je ne veux pas vous en dire plus. Mais c'est des marchés stables, c'est différent du fer. C'est un marché qui est en croissance parce que la planète, la population, 2-3% par année, 2%. Donc, c'est définitivement un marché en croissance à cause de la population qui, dans l'alimentaire, notre produit devient essentiel. Donc, cette chaîne-là de vecteurs de succès se maintient. Là. Donc, pour vous, c'est un projet qui a des grosses chances de se réaliser, mais on ne sait pas quand. Je ne serai pas celui qui va faire, je suis un homme d'affaires, je ne ferai pas de projection à ce niveau-là. Je vous dis, moi, j'y vais par les faits. On a passé des étapes majeures, des conditions gagnantes sont là, et le fait de poursuivre l'effort, c'est parce que notre intérêt, chez Investissement Québec, à 63% actionnaire, ne doutez aucun de notre intérêt que le succès du projet se fasse. J'aimerais vous entendre sur les possibles investissements ou les investisseurs aux États-Unis, principalement depuis l'arrivée de M. Donald Trump à la présidence américaine. Une question intéressante. Écoutez, il y a une chose que moi, en tout cas, pragmatique, comme je le suis peut-être trop souvent, c'est qu'on est en affaires. Je pense pas qu'il y ait de décisions ridicules qui soient prises par les États-Unis ni par le Canada pour les considérations qui sont fondamentales. Nos économies, notre succès, faut être concurrentiel, etc. Moi, je demeure confiant que des investisseurs américains, surtout à cause du taux de change, peuvent être intéressés à des opportunités au Québec et on est en affaires. S'ils sont bonnes pour le développement du Québec, on va les regarder. Mais je dois aussi m'assurer qu'on s'assure que nos entreprises québécoises puissent continuer d'exporter aux États-Unis. Vous savez que le manufacturier ici au Québec génère 90% de nos exportations. Donc, de ce 90-là, 60 aux États-Unis. Donc, on est en affaires. On a beau parler de protectionnisme. Si nos prix sont bons, si notre qualité est bonne, c'est de nous qui vont acheter. C'est exactement ce qu'on cherche à faire, à mobiliser les manufacturiers, investir dans leurs équipements et dans leur qualité pour le futur. Vous étiez ici à la rencontre ou à la demande de la Chambre de commerce des gens d'affaires. Peut-être pour bien comprendre, là, Investissement Québec, votre rôle pour une région comme la Côte-Nord. À Sept-Îles, on vous connaît beaucoup avec le projet Mines Arnaud, votre association avec Aluminerie Alouette. Ouais. Vous êtes quand même un gros joueur économique pour une ville comme nous autres. Là. On est, surtout, je vous dirais, avec notre division Ressources Québec, les investisseurs de premier plan pour les régions minières et, bien entendu, la région de Sept-Îles est la plus grande région minière du Québec. Donc, on aime bien être ici et travailler avec les gens ici. Et la Côte-Nord, est-ce qu'elle prend plus d'importance parce que c'est une région ressource finalement, puis c'est un peu votre domaine, là. Les mines, entre autres, vous êtes dans plusieurs projets dans le nord du Québec et un peu partout. Oui, écoutez, au péril de me faire critiquer d'avoir des préférences, parce que nous, on est au service de toutes les régions du Québec, vous comprendrez, mais le bureau ici, à Sept-Îles, à travers la conjoncture économique difficile, a été très, très utile à nos clients. On était très sensible à tout ce qui se passait. Le secteur minier passe à travers un cycle baissier majeur. Mais vous savez quoi? Nous, on croit beaucoup au Plan Nord. C'est un projet porteur pour développer les ressources du Québec. On a créé Ressources Québec qui, elle, a à investir pour le gouvernement du Québec à travers le fonds mines et hydrocarbures 1 milliard de dollars. Donc, on a les moyens de nos ambitions. On a les outils pour le faire. On n'est pas en contrôle des conditions économiques mondiales. Mais vous savez, vous lirez dans l'optimisme qui commence à régner au niveau des grands joueurs, au niveau des minerais de base. On semble qu'il y ait consensus de plus en plus qu'on a vraiment le plancher en arrière de nous autres. J'écoute vos réponses depuis tantôt. Vous parlez comme un homme d'affaires, M. Côté, mais Investissement Québec, on se demande toujours un petit peu si, dans le fond, c'est nos dollars là, comme payeurs de taxes. Absolument. Est-ce qu'il y a de la politique là-dedans? Est-ce que votre boss, c'est le ministre? Est-ce qu'il y a des politiciens qui vous disent « Hey, Mines Arnaud, tu regardes vraiment ça d'un œil sérieux? » là. On se demande toujours l'autonomie, finalement, face à une organisation qui gère des fonds publics. Vous avez raison. Écoutez, à la fin, l'actionnaire principal, c'est le gouvernement du Québec. C'est toi, c'est moi, c'est les deniers, c'est les impôts du Québec dont on veut faire un levier pour développer des projets, créer de la richesse, supporter des emplois. Mais nous, on a un aspect d'affaires. Donc, Investissement Québec, on a à prendre en considération le retour sur les projets, les retours économiques sur les projets, les retombées économiques aussi avant de prendre une décision ou avant que le gouvernement prenne une décision. Et ici, je vais être un petit
petit peu technique, si je peux me permettre. Dans le fond, de par ses mandats, Investissement Québec a 2 fonds à gérer. Il y a le Fonds de développement économique, qui est vraiment le fonds où le gouvernement est imputable de ses décisions. C'est le gouvernement qui décide et qui nous dit de faire telle chose. Vous faites ça. Et nous, on exécute des mandats du gouvernement ou des programmes qu'ils mettent en place. Rôle numéro 1. Rôle numéro 2, les fonds propres. Donc, des fonds qu'on a investis, qui est du capital action du gouvernement, mais qui nous appartient au niveau décisionnel, qui nous appartient au niveau imputabilité et sur lequel le Conseil d'administration d'Investissement Québec a l'ultime regard d'approuver ou non. Ménarneau est dans les fonds propres d'Investissement Québec. Donc, nous, on est actionnaire, mais c'est le Conseil d'administration d'Investissement Québec qui est tributaire. Est-ce qu'on entend les vœux de tout le monde que le projet fonctionne? Vous entendez les politiciens aussi dans un dossier mais que comme ce ça. soit toutes les parties prenantes, que ce soit les médias, la population, le politique, on sait très bien les conditions gagnantes d'un projet comme celui-là va faire dans la région. Donc, quand on est appelé un peu comme homme d'affaires à jouer un rôle comme ça, c'est extrêmement valorisant, mais en même temps, on doit aussi s'assurer que les dollars sont bien dépensés. Donc, nous autres, ça nous donne une garantie que vous avez étudié le projet, c'est un projet économique que vous jugez rentable puis que vous poussez, d'après ce qu'on peut voir. Absolument. Merci beaucoup. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Cuisse de canard, magret de canard, foie gras de canard, tartare de canard, terrine de canard, foie frais de canard, aile de canard. Venez découvrir le canard sous tous ses angles au Blanc Bistrot. Avec des plats à partir de 12 $, les amateurs de canard seront comblés tous les mercredis avec le Festival du canard. Le temps des fêtes approche, pensez au Blanc Bistrot pour vos parties de Noël et pour le fameux party du jour de l'an le 31 décembre. Réservé au 960-0960. Et cette année, offrez le blanc en cadeau avec les certificats cadeaux du Blanc Bistrot. Vous aimez prendre soin des enfants et vous aimeriez en faire une profession? Devenez éducatrice en service de garde en milieu scolaire grâce à la formation à distance en classe virtuelle interactive. Cette formation, d'une durée de 3 mois, est entièrement financée et vous est offerte en alternance travail-études. En avant-midi, l'enseignement théorique dans le confort de votre foyer et en après-midi, l'enseignement pratique auprès des enfants dans un service de garde près de chez vous. Pour information, 1-418-698-5000, 1-418-698-5000. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Valérie, on est en pleine semaine de prévention de la toxicomanie et on a un invité pour le sujet. Oui, tout à fait. Toi. Ben oui. Bon, ça va aller mieux que ton micro c'est ouvert. mieux, effectivement. Hein? Bon. Alors, il est directeur général du centre d'intervention Le Rond-Point. Jean-François Albert, bon midi. Ben, bon midi. On disait que c'était une grosse journée, mais c'est une grosse semaine, là, finalement, pour Le Rond-Point, là. Oui, tout à fait. Dans notre prévention qu'on fait depuis nombre d'années, on invite la population à venir prendre une soupe à notre centre et venir voir nos services, venir discuter avec les intervenants. OK, donc ça, c'est toute la semaine qu'on pourra faire ça. Ça, c'est toute la semaine. À part toutes les activités de prévention qu'on fait dans la communauté, milieu scolaire, organismes communautaires, des fois dans les milieux de travail, il y a des demandes. Mm-hmm. Donc, on est pas mal occupés. Oui, effectivement. Donc, cette semaine, c'est la semaine de prévention de la toxicomanie. Il y a différents thèmes pour cette semaine-là. Vous essayez de viser une clientèle différente. C'est sûr qu'on n'a probablement pas la même approche avec des jeunes du primaire que des jeunes secondaires, des jeunes du cégep, là. Oui, c'est différent. Mais c'est pour ça que les thématiques sont différentes aussi, hein. S'affirmer. À bas âge, il faut apprendre à s'affirmer. Et c'est là que quand on acquiert ces outils-là pour s'affirmer, ben, on peut faire des choix éclairés. On peut dire non, je ne consomme pas. Ou non, j'adopte des attitudes qui vont être bénéfiques pour moi et des saines habitudes de vie. C'est là où le bas blesse. Vous remarquez peut-être, là, justement, le fait que les jeunes ont de la difficulté à prendre leur place puis à refuser ce qui leur est offert? Ben, il y a divers facteurs. Des fois, ça peut être l'entraînement du groupe aussi, hein. On veut pas être rejeté d'un groupe, donc on va faire avec, et souvent, il va y avoir des expériences qui vont se faire. La suite de ça, les premières expériences de consommation, ça peut être l'alcool aussi. L'alcool est une des substances les plus consommées sur la Côte-Nord.
Et ce qu'on remarque aussi chez les jeunes, au niveau de l'alcool, c'est pas nécessairement la bière, ça va être l'alcool fort. Donc, la prise d'alcool est quand même assez radicale. Puis des fois vite, le calage, là, entre autres, on veut que ça on veut l'effet rapide. Ben, tout l'effet aussi des jeux qu'on voit, hein, c'est télévisé aujourd'hui. On a juste à penser aux recettes pompettes ou l'espèce de jeu de calage d'alcool avec un verre rouge, une balle de ping-pong. Fait que toutes ces choses-là qui en fait promotion, ben veut pas, on a un travail à faire de prévention et ça commence, oui, il y a l'école qui est là et doit être présent, à la maison doit être présent, et des organismes comme le nôtre doivent être présents aussi pour faire la prévention. Ouais, parce que parfois ça devient presque valorisé, là, tu sais, de prendre non seulement de prendre un verre, c'est correct, mais ça devient presque valorisé d'être chaud, là. C'est presque rendu là. Ben on trouve ça drôle à la télé, mais dans la réalité c'est d'autres choses. C'est ça. Dans un an, probablement que la marijuana sera légale au Canada, mais il y aura quand même une semaine de prévention de la toxicomanie, j'imagine. Hein? Ça sera peut-être encore plus important. Ben, on espère que si jamais ça a lieu, que ces politiques-là soient réfléchies, soient bien travaillées. J'estime que oui, ça va être bien travaillé. Mais par contre, il faut mettre beaucoup l'emphase sur la prévention. On a su dernièrement que dans les transferts fédéraux, au niveau de la prévention de la toxicomanie, il y avait 190 000 $ en 2015-2016 qui avaient pas été redistribués dans les centres communautaires en prévention. Donc là, on l'aurait pris au rond-point. On sème une inquiétude. Ben, un 2000 $, on l'aurait pris juste 2000 pour dire, écoutez, on va faire quand même une campagne de sensibilisation en main gagnée. Mais là, on reste ici dans la communauté de Sept-Îles. On le fait bien, mais il faut le faire ailleurs. On a un mandat quand même sous-régional, nous, de Pentecôte jusqu'à Blanc-Sablon. Donc là, cette semaine, vous intensifiez bien sûr les activités de prévention. Vous allez dans les écoles, vous allez... qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos activités cette semaine? Ben, dans le fond, il y a des ateliers structurés qui sont offerts dans les milieux scolaires. Exemple, l'école privée. On va aussi dans la communauté autochtone à l'école pour faire des ateliers de sensibilisation. Ça peut être fait sur différentes formes. Il y a des formes qui sont intéressantes aussi pour certains groupes d'âge de jeunes un peu plus vieux, sous forme de discussion animée. C'est quoi tes passions? C'est quoi tes valeurs, toi, au niveau de ta vie, au niveau de ton quotidien? Et par ça, ben, on va chercher une discussion ouverte et franche sur la consommation, les risques. Des fois, ils peuvent dire, ben, on en retire quand même des bienfaits, mais là, essayer de déboulonner un peu les mythes par rapport à la consommation. Fait que ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant à faire comme atelier. Et là, c'est sûr que cette semaine, on en parle plus parce qu'on est en pleine semaine de prévention, mais ça, vous le faites à l'année. Oui, effectivement, nous, la prévention, c'est vraiment à l'année qu'on le fait. Et service qui est peu connu, je vous dirais, mais la plupart des organismes communautaires sont peu connus de la communauté. Tant qu'on vit pas la problématique, on ne va pas consulter dans un organisme. Cependant, nous, ce qu'on répète à dire, c'est que on peut outiller autant la personne qui a une problématique de toxicomanie ou d'alcoolisme, autant aussi l'entourage, les personnes, les parents. L'année passée, on a eu bon nombre d'appels de parents qui étaient complètement déboussolés face aux jeunes qui consommaient et en leur donnant des outils de compréhension face à la substance consommée ou comment avoir une conversation éclairée avec son jeune, ben ça, c'est des genres d'outils qu'on peut offrir au centre. Tout à fait, parce que des fois, un parent a ses limites, là, pas expert dans chaque domaine. Là. Puis on entre dans l'émotion, hein, puis ce qui est tout à fait normal comme parent. Fait que c'est d'avoir un regard, prendre un recul, avoir un regard plus éclairé sur qu'est-ce que c'est la consommation abusive. Donc, si on veut entrer en contact avec vous, donc là, tu l'as dit tout à l'heure, il y a la soupe qui est offerte tous les midis. Cette semaine, ça, c'est vraiment une belle occasion d'aller, de mettre un pied là dans le centre d'intervention, le rond-point, finalement. Oui, parce que tout le personnel est là pour les accueillir, puis comme on fait au quotidien avec notre service de soupe populaire, puis on le tient à le répéter, ce service-là, c'est un ajout supplémentaire qu'on a à nos services de base, qui est l'aide directe à l'individu. Cependant, c'est ouvert à la population, parce qu'on est financé par d'une partie la ville de Sept-Îles et d'autres par Centraide. Et c'est offert à tous.
Et puis l'aide, ça peut prendre différentes formes. Hein. Des fois, on voit ça gros, là. On a un problème de consommation. On est rendu trop loin dans nos habitudes de consommation. C'est pas toujours à l'extérieur de cette île une séance de 20 semaines dans un milieu fermé, là, une désintox. On peut d'abord commencer par venir jaser de nos habitudes de consommation chez vous. Ben effectivement, il y a une première approche qui est faite par une rencontre. Puis là, on analyse vraiment les besoins de la personne au niveau de sa problématique. Et on analyse aussi si la personne elle va cadrer plus dans un centre de thérapie qu'à des rencontres individuelles planifiées. Et c'est là qu'est notre travail au quotidien avec les gens qu'on rencontre. Mm-hmm. Et c'est autant pour l'alcoolisme, la toxicomanie. On travaille même le gambling chez vous aussi, dans l'ensemble des dépendances. Il y a les médicaments. Il y a de plus en plus des nouvelles dépendances. Hein? Médicaments, c'est quand même un phénomène qui a toujours été là. Il faut faire attention aussi au niveau des catégories d'âge. Des fois, chez les personnes âgées, on peut rencontrer des problématiques de médicaments. Souvent, dans la prise de médicaments, je prends une couleur de médicament au lieu d'un type de médicament. Donc, on a travaillé là-dessus à la sensibilisation. Au niveau du jeu, on ne traite pas le jeu, mais on va faire l'accueil de la personne et après, on va la référer au Centre intégré services santé et sociaux, volet dépendance. Mm-hmm. Et bien sûr, dans le communautaire à cette île, on le voit assez bien. Il y a des liens entre les organismes parce que des fois, quelqu'un peut venir consulter chez vous, mais à la base, son problème peut être autre chose aussi, en santé mentale, en détresse psychologique et autres. Là, on travaille avec les autres ressources du milieu de plus en plus. Oui, tout à fait. Puis, je vous dirais qu'à la base, le communautaire a toujours travaillé en concertation. Ce qu'on voit survenir, c'est beaucoup de problématiques reliées. Il va y avoir des problèmes de toxicomanie et problèmes reliés en santé mentale. Donc là, il faut user de tous nos contacts, toutes nos connaissances du réseau de la santé et du réseau communautaire pour offrir vraiment un service optimal à la personne. Et c'est important de savoir qu'un centre comme le centre d'intervention Le Rond-Point, ça existe et justement, une semaine comme ce qui se déroule jusqu'à samedi, la semaine de prévention en toxicomanie, ça sert à ça, entre autres, à dire que les portes sont ouvertes, que ce soit pour les gens concernés ou la famille, les amis également, là, qui sont préoccupés par la consommation de quelqu'un. Eh bien, il reste juste à profiter de la semaine pour aller vous voir directement au Rond-Point. On rappelle l'adresse, l'ancien FVAT, ça n'a pas déménagé. On était toujours dans le coin de Marie-Immaculée, hein? Toujours au 101 Tortelier, coin Doucet. Tortelier, au coin Doucet. Voilà, c'est là qu'on peut aller vous voir. Puis le bon moment, c'est sur l'heure du midi, justement. Le bon moment, en tout temps. Ça peut être le matin au déjeuner, sur l'heure du midi ou l'après-midi pour les activités. Eh bien, Jean-François Albert, directeur du centre d'intervention Le Rond-Point, qui intervient en toxicomanie et alcoolisme. Un gros merci vous d'être venu nous parler de la semaine de prévention. Merci à vous autres, toujours intéressant de venir vous voir. Côte-Nord. Attitude. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 17 17. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Or. Que diriez-vous de partir à l'aventure à la simple pression d'un bouton? D'aller là où vous avez envie d'aller et d'y apporter tout ce que vous voulez? Que diriez-vous de rouler en toute liberté avec la certitude d'avoir économisé? C'est l'événement On s'emballe pour Honda chez votre concessionnaire Honda de Sept-Îles. Obtenez un taux de financement à partir de 0,99% et un boni des fêtes de 1500 $ sur les modèles à traction intégrale CR-V et HR-V 2016. Laissez libre cours à vos envies d'évasion et profitez de l'offre sans attendre. Sept-Îles Honda, vivre et conduire en toute liberté. D'ici la fin de l'émission Côte-Nord Attitude, on aborde deux grands dossiers du conseil municipal de la ville de Port-Cartier. Je me suis rendu à l'hôtel de ville à Port-Cartier ce matin. La mairesse Violenda nous avait convoqués dans le dossier de l'eau potable vers midi 48-50. Là, on va faire un retour sur cette conférence de presse. La députée de Duplessis y était également et tout le conseil municipal. Je me suis aussi entretenu avec Alain Thibault, conseiller du secteur Pentecôte. C'est qu'on n'aura pas
de subvention pour les travaux qu'on espérait réaliser en 3 phases de 28 millions de dollars pour régler ce fameux dossier de l'eau potable du côté de l'ancienne municipalité de Rivière-Pentecôte. Un vieux dossier qu'on traîne depuis des années à la ville de Port-Cartier, depuis la fusion en fait. Donc, un retour sur cette conférence de presse vers 12h50. Mais avant, dans quelques instants, hier, je me suis rendu à Port-Cartier, à Place McCormick. On sait que l'érosion des berges angoisse beaucoup les résidents de 8 maisons du secteur de la rue Place McCormick à Port-Cartier. Je me suis entretenu avec Pierre-André Lelièvre et Rolande Bélanger, 2 résidents de ce secteur. Encore la semaine dernière, là, un avis de tempête, d'onde de tempête du côté de Port-Cartier a semé beaucoup d'inquiétudes chez ces gens qui commencent à en avoir marre là, de voir des parcelles de terrain disparaître. Cette entrevue dans quelques instants sur nos ondes. Le Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier vous présente le 21 novembre à guichet fermé et en supplémentaire le 22 novembre, l'humoriste Dominique Paquet avec son spectacle Rien que sur une gosse. Ah, bonjour tout le monde, ça va bien? Une énergie explosive et une performance scénique qui sort de l'ordinaire. Rien que sur une gosse est un spectacle totalement hilarant. Dominique Paquet sait dilater la rate comme personne. Une collaboration de Mélanie Boulay, notaire. Quelques billets disponibles pour la supplémentaire au 766-0101. Prenez note que le cinégraphe va présenter Juste la fin du monde de Xavier Dolan. En 2 cas, mercredi, le 30 novembre à 19h30. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Alors, je suis en compagnie de gens de Place McCormick à Port-Cartier qui vivent une situation très spéciale depuis quelques années, particulièrement depuis 2010. Là, on documente, puis on sait que l'érosion des berges menace les terrains derrière les résidences de 8 maisons à Place McCormick. Monsieur Pierre-André Lelièvre, pardon. Monsieur Lelièvre, cette semaine, là, on a quand même eu une bonne tempête, une grande marée. On peut dire, c'était quand même inquiétant dans un coin comme chez vous, là. Oui, c'est surtout inquiétant, parce que dans la journée, j'étais pas là, mais par contre, dans la nuit, j'ai passé la nuit à surveiller justement les berges, puis les vents. Puis du côté de la mer, c'est encore bien pire. Là, c'était vraiment inquiétant au point que j'ai passé quasiment la nuit à surveiller au lieu de justement de me reposer. Puis je travaillais le lendemain en plus de ça à 5h30 du matin, donc je suis arrivé au travail plus avec les yeux cernés. Mais c'est de coutume, c'est toujours la même affaire à chaque année. Durant les grandes marées, il y a aucune solution. Puis moi, plus ça va, là, plus c'est rendu un peu ma santé qui en découle de tout ça. Là, et M. Lelièvre vit dans ce secteur-là depuis 20 ans. Madame Bélanger, Rolande Bélanger, qui est avec moi aussi, elle, ça fait 40 ans. Vous en avez vu plusieurs des tempêtes, Madame Bélanger. C'est pas rassurant, là, de plus en plus inquiétant, quoi? Je veux dire, ça fait 64 ans que je suis ici sur la place McCormick. J'en ai déjà vu une très grosse tempête, mais de plus en plus, ça passe parce qu'on voit nos terrains partir, on peut plus rien faire, on peut plus jouir, je veux dire, de notre maison comme avant. On a toujours des inquiétudes, on vieillit, on n'a plus la force de se battre non plus, on vient tanner. Puis, advenant le cas qu'on voudrait vendre nos maisons à cause des raisons des berges, on est prêt avec ça pareil. Les assurances, c'est encore une question aussi d'assurance. Les gens qui voudraient acheter peuvent pas. Pourquoi? Parce que les banques, vu que c'est une maison qui subit l'érosion des berges, ils veulent plus prêter. Alors, c'est beaucoup de problèmes comme ça. On a des voisins ici, c'est la même chose. Ils auraient voulu vendre, ils n'ont pas pu vendre à cause de l'érosion des berges. Et là, on parle quand même, on est dans la saison à risque. Puis je pense que même la saison à risque se prolonge avec les changements climatiques. D'habitude, c'est quand les glaces pognent fermement là quelque part en janvier, que là on est tranquille jusqu'au printemps, mais d'ici janvier, il peut arriver encore toutes sortes de choses sur vos terrains. Ça, c'est officiel parce que ça gèle plus comme avant, comme quand j'étais plus jeune. Alors la glace retenait beaucoup les marées. Quand il y avait des grosses marées, on avait ça qui protégeait nos terrains. Maintenant, au mois de décembre, il n'y a même pas de glace. C'est juste pour dire que, je veux dire, un givre finalement sur la mer, il n'y a pas grand-chose. C'est une petite glace. Au lieu d'avoir des 5-6 pieds de glace, à peine si on a même pas un pied. Là. Ça gèle pas comme avant. Alors, on n'est pas protégé du tout. Et là, en 2010, il y en a eu une vraie. On s'est mis à documenter tout ça. Monsieur Lelièvre, je pense que vous êtes impliqué beaucoup. Il y a quand même un comité des résidents là, des
les 8 maisons les plus à risque. Il y a la ville, il y a le ministère de la Sécurité publique. Qu'est-ce qui arrive? On se lance la balle. On pensait qu'en 2016, il y aurait des travaux d'enrochement, quelque chose là, pour protéger vos terrains. De conseils municipaux à conseils municipaux de chaque année. D'élection en élection, c'est toujours la même rengaine qu'on nous sert. Présentement, là, c'est le dossier concerne la protection civile. Bon, une remarque que je fais à la protection civile, dans des situations comme j'ai vécu la semaine dernière, on annonce à un moment donné qu'on doit se protéger puis qu'on devrait avoir une trousse, mais par contre, la protection civile, on l'a pas vu. On les voit pas, ces gens-là, dans des situations aussi dramatiques un peu là, qu'on a vécu la semaine dernière. Il y a quand même des études sérieuses qui ont été faites là. Je pense à Ouranos, qui a étudié toute la bordure du Saint-Laurent. Vous êtes un des endroits les plus à risque, effectivement, avec Pointe-le-Bel et 2-3 endroits sur la Rive-Sud. Il y a eu ici aussi Dessau, pour la ville de Port-Cartier, qui a fait une étude. Les solutions sont pas si évidentes que ça, quoi. C'est peut-être pour ça qu'on n'avance pas. On parle d'empierrement, enrochement. Il y a plusieurs possibilités, puis on s'entend pas. C'est un peu ça, je crois, parce que la ville, ils ont eu une proposition à savoir, que c'était pas l'enrochement ou que les autres c'était la recherche en sable. Alors là, c'est tout donné, ça, je crois, ces données-là, c'est à la protection civile. Là, c'est rendu l'environnement. L'environnement va tout s'impliquer à travers de ça. On nous remet de ministère en ministère. Chaque année, c'est toujours la même chanson. Et puis la réaction, ça vient quoi? On est tanné, on est épuisé, puis on fait plus rien? Non, je pense bien qu'on va se battre encore, mais oui, on devient épuisé. On commence à être tanné. On peut plus mettre d'armes, on peut plus rien faire. On est vraiment limité, là. C'est pas agréable. Puis on paye nos taxes pareil. Et même, si je comprends bien, vous avez perdu du terrain, puis il est encore dans les cadastres municipaux, là. Ça fait que vous payez des taxes pour du terrain qui n'existe plus. C'est en plein ça. Monsieur Lelièvre, est-ce qu'on garde espoir quand même du côté de la ville? Je pense du côté de l'ancienne mairesse qui est maintenant bien pluguée au ministère de Pierre Arcan, là, le ministre responsable de la Côte-Nord. Il me semble qu'on a tout ce qu'il faut pour faire du lobbying, débloquer votre dossier. Je vais rester ici en plus. À ce sujet-là, que ça soit l'ancienne mairesse, je comprends qu'elle était bien placée parce qu'elle a déjà demeuré au 30 Place Mécormick. Ça, quelle solution d'élection en élection, de représentant à représentant, ça a toujours été la même affaire. Présentement, le problème se situe peut-être au niveau de la municipalité versus avec des ministères. Je pense que la solution, elle est entre le ministère puis la ville de Port-Cartier. En même temps, ce que je voudrais signaler là-dedans aussi, c'est que nous, on est là, je comprends que Roland est là, puis moi, je suis au 30 Place Mécormick, mais pas tellement là. Mon deuxième voisin, c'est les personnes âgées qui sont là. Alors, ils sont aussi inquiètes puis ils sont rendus à un certain âge que, la sécurité, ils en ont besoin, puis je pense que la ville, à ce moment-là, devrait prendre ça en considération. Que quand on a des vents là qui viennent d'ouest, puis qu'il y a des rafales à 70 km/h, c'est ce qu'on est dans la maison, ça arrive d'un vite, les vagues rafales, il y a même eu des travaux un peu plus loin qui ramènent plus de vagues par ici. C'est insécurisant, à un moment donné, on doit même pas se sentir bien dans sa peau, on doit se sentir menacé carrément, là. Effectivement, vous avez raison là-dessus. C'est un peu ça, madame? Officiel, on peut pas dire c'est une belle pluie ou c'est une belle tempête. Tout ce qui est tempête ou pluie avec des vents violents, regarde, on a des craintes, on a peur, on n'aime pas ça. En même temps, on aimerait que les politiciens vous rassurent qu'il se passe quelque chose, mais l'ennemi dans tout ça, c'est Dame Nature, c'est les réchauffements climatiques peut-être en bonne partie qui sont responsables de ça, hein? Oui, puis je voudrais dire aussi qu'il y a 60 ans, on parlait pas d'érosion des berges ici. Quand on achetait les maisons, il n'y avait pas d'érosion dans ce temps-là, cette période-là. Alors regarde, ça a changé, c'est sûrement le climat qui change, puis regarde, c'est nous autres qui écopent pour l'instant. Puis j'imagine qu'en dehors des tempêtes, c'est quand même un beau coin, les gens se sont installés ici, il y avait des Moses de bonnes raisons de le faire, là. Le paysage, on est sur le bord de la mer. Ça c'est officiel, j'ai été élevée ici, alors regarde, j'aime bien profiter de mon coin, on va se baigner encore, on va faire des randonnées sur les îles, regarde, c'est notre coin, on veut le protéger aussi. Là. Bien, Monsieur Lelièvre, Madame Bélanger, un gros merci. Ben voilà, Monsieur Pierre-André Lelièvre et Roland de Bélanger qu'on vient d'entendre, deux résidents de place Mécormick à Port-Cartier où on vit durement l'érosion des berges. J'en ai parlé ce matin avec la mairesse Violaine Doyle. Elle est bien consciente des difficultés et de l'angoisse que vivent les citoyens de ce secteur. La ville de Port-Cartier avait une entente de financement avec le ministère de la Sécurité publique pour la réalisation de travaux de protection des berges. Ça devait se faire en 2016.
2016. Par contre, il y a eu des appels d'offres et un seul soumissionnaire avait proposé plutôt de l'enrêchement, mais du côté du ministère, ce qu'on souhaite, c'est qu'il se réalise plutôt de l'empierrement avec recharge de sable. C'est pas la solution qu'on préconise du côté de Port-Cartier. Et là, on est retourné en appel d'offres pour une deuxième appel d'offres. Cette fois, il y a plus de firmes intéressées. On parle encore, malheureusement, d'empierrement. Donc, on se lance la balle un peu là entre le ministère de l'Environnement, le ministère de la Sécurité publique et la ville de Port-Cartier qui tente de faire son possible pour ses citoyens dans ce dossier. Donc, au printemps 2017, il devrait enfin y avoir des travaux de protection pour les résidents, les 8 maisons à fort risque d'érosion des berges du côté de Place McCormick à Port-Cartier. Attitude. Ici Guy Jodoin. S'il y a une vente Super C que je l'ai jamais passée, c'est bien la fameuse vente à 1$. Et c'est cette semaine! Avec autant de produits à 1$, votre petit 1$ vous aura jamais fait autant économiser. Jusqu'au 23 novembre, chez Super C, les jeunes dindons surgelés de moins de 9 kg sont à 1$ la livre. Et les pâtes alimentaires Primo, format 900 grammes, sont elles aussi à 1$. Ratez pas ça! Faites zéro compromis et plein d'économies. Super C, c'est toujours frais, toujours en stock, toujours à bas prix. Garantie. Des conditions s'appliquent, voir superc.ca. Ce matin, à l'Hôtel de Ville de Port-Cartier, il y avait une conférence de presse pour cette fois parler de l'eau potable du côté de Rivière-Pentecôte. J'ai interviewé tout de suite après ce point de presse la mairesse Violaine Doyle, la députée Lorraine Richard et le conseiller du secteur Pentecôte, Alain Thibault. On vous fait entendre ça dans quelques instants. Alors, Madame Doyle, vous avez réagi fortement, là, le dossier d'eau potable. Malheureusement, on a un refus du gouvernement du Québec. Ça va ralentir encore tout le processus. D'abord, rappelez, là, qu'est-ce qu'on voulait régler? On parlait de demande de subvention de 28 millions de dollars pour régler l'ensemble de l'eau potable dans la Rivière-Pentecôte. Absolument. On voulait régler 3 dossiers, en fait, qui sont des dossiers différents. Le dossier de non-conformité des 55 résidences de Pentecôte ces résidences-là sont reliées à un vieux réseau. Okay? Et on réglait en même temps le traitement des eaux usées pour 11 résidences là, qui actuellement rejettent leurs eaux usées directement dans la rivière riveraine. Le deuxième projet ou la deuxième phase, c'était d'allonger le réseau actuel de Rivière-Pentecôte pour aller toucher les résidents de la baie des Homards. OK? Je vous dis ça comme ça, là, mais c'est tout le secteur vers la baie des Homards. Et en fait, ça permettait également de régler le problème des résidents de Grand-Ruisseau, Pointe-aux-Anglais, par un système de distribution d'eau qui était tout à fait différent et qui tenait en compte les recherches qui avaient été faites précédemment pour trouver une source d'eau potable il y a quelques années qui avait bien été identifiée. Donc, on pouvait partir de cette source-là pour redistribuer l'eau potable dans le secteur. Et c'était la recommandation du rapport de 1989 du ministère de l'Environnement. Mais on a connu ce rapport-là au printemps 2016, là. Vous avez exprimé clairement votre déception face au refus du ministère. Ça vient principalement du ministère des Affaires municipales, un programme pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. Vous avez été d'abord très surprise, là. On pensait que ça allait marcher ce fois-là. Là. On imaginait que c'était possible qu'on n'ait pas nos 3 phases. Mais on se disait, au moins, on va régler la phase 1, puis les phases 2 et 3, compte tenu que le fédéral avait annoncé une phase 2, mais notre dossier sera déjà déposé, puis là, éventuellement, on sera traité dans cette deuxième phase-là. Et on en avait d'ailleurs tenu compte quand on a déposé le projet phase 1 des 55 résidences, parce qu'il y a eu des calculs, entre autres, pour grossir l'amener d'eau, pour s'assurer qu'on refaisait pas le système, là. Et là, ça bloque tout pour des mauvaises raisons. Si j'ai bien compris, c'est que votre projet a été déposé trop tard. On fonctionne avec les premiers arrivés sont les premiers à recevoir des subventions au Québec? Ben, je vous rappelle que le ministère a annoncé, le ministre Cotta a annoncé le 23 septembre que compte tenu que l'argent
il y avait plus d'argent dans le programme, qu'il fermait le dépôt de projet. Ok? Nous, on avait déposé, on a nos avis de confirmation, on a déposé le 22 septembre. Donc, à temps, les fonctionnaires ont travaillé en soirée pour être sûr que ce soit déposé à temps. Donc, on était sûr d'être déposé à temps et on a la confirmation qu'on a été déposé à temps. Mais on nous a dit que l'information qu'on a, c'est que dès le 16 septembre, il n'y avait plus d'argent. Je comprends qu'il n'y ait plus d'argent si on traite premier arrivé, premier servi, puis qu'on n'applique pas des critères sérieux, là. Par exemple, de régler d'abord les avis de non-conformité, puis ensuite de régler de donner de l'argent aux projets qui allongent les réseaux, desservent plus de résidents. On peut imaginer que ça va être une grande déception dans l'ancienne municipalité de Rivière-Pentecôte, là, même si les gens sont rendus habitués de s'arranger avec ça, l'absence d'eau potable, là, dépendant d'où on est situé. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est quand même un vieux dossier qu'on voulait régler, là, peut-être avant la prochaine élection, dans le fond. Ben, en fait, c'est pas une question d'élection, c'est une question de santé publique. Et le conseil municipal, longtemps, n'était pas tout à fait, les gens n'étaient pas tout à fait d'accord compte tenu des sommes importantes. On sait aussi que financièrement, il fallait que ça tienne la route. Donc là, on avait trouvé un programme qui permettait que financièrement et socialement, ce soit acceptable. Donc, je sais, je compatis beaucoup à la déception des gens de Rivière-Pentecôte, mais je vous dirais que maintenant, ce n'est plus de notre ressort, là. Nous, on a fait notre travail municipal et à un moment donné, M. Arcan avait répondu à quelqu'un qui l'interpellait. C'est une décision politique. Donc, la décision politique, elle a été prise à temps, elle a été prise le 22 août, alors qu'on connaissait les critères, et la décision officielle a été prise en séance ordinaire le 12 septembre. Donc, nous, on s'est assuré qu'on respectait tout ce que le MAMO nous demandait comme étant une décision politique, puis ensuite, nos fonctionnaires ont fait le travail le plus rapidement possible, le plus précisément possible, et malgré tout ça, on nous répond qu'il n'y avait plus d'argent parce qu'on a traité premier arrivé, premier servi. Merci beaucoup. Lorraine Richard, vous avez exprimé beaucoup d'amertume dans le dossier de Rivière-Pentecôte. Là, il semble que l'ancienne petite municipalité n'aura pas son eau potable à court terme. Comment vous expliquez ça? C'est rendu que quoi? On donne des subventions aux premiers arrivés au gouvernement du Québec? Ça semble être le cas. C'est ce que nous avons eu comme réponse. Moi, j'ai personnellement interpellé le ministre Martin Coiteux. Il m'a dit que Port-Cartier n'était pas dans les délais. Je lui ai démontré que Port-Cartier était dans les délais, qu'on est allé premier arrivé, premier servi et non par ordre de priorité. Il faut savoir que le dossier de l'eau à Rivière-Pentecôte, ça fait des décennies. Et il est connu autant des affaires municipales qu'au niveau de l'environnement, autant au cabinet du ministre Pierre Arcan, qui est responsable de la région Côte-Nord. Donc, je ne comprends pas qu'on ne peut pas avoir priorisé ce projet-là. Je comprends qu'il pouvait y avoir beaucoup de demandes au Québec, mais en 2016, là, voir, moi, comme j'ai vu derrière moi, quand j'étais allée à Rivière-Pentecôte, des personnes âgées, là, aller chercher l'eau, là, avec une cruche, là. C'est inadmissible. Et on avait ce programme-là avec le fédéral qui nous permettait vraiment de régler ce dossier. Et si je comprends bien, vous les avez interpellés, les deux ministres. Il y a Martin Coiteux aux affaires municipales, il y a Pierre Arcan qui est responsable de la Côte-Nord et du Plan Nord. Ils n'ont pas le même discours, ils n'ont pas compris le dossier, quoi. Ils l'ont pas vu passer, ça les intéresse pas? Pour ce qui est de M. Pierre Arcan, il semblait être étonné d'apprendre que Rivière-Pentecôte n'avait pas été retenue. Il faut savoir que lors d'une de ses visites à M. Arcan, il avait même arrêté à Rivière-Pentecôte sous l'insistance de son attaché politique, Laurence Méthode, qui disait qu'elle allait régler le dossier le plus rapidement possible. Elle l'avait sensibilisé. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du suivi du ministre responsable et de son cabinet par rapport au dossier de l'eau potable à Rivière-Pentecôte? Je pourrais pas vous répondre pour Pierre Arcan, mais quand je lui en ai parlé, il a semblé très étonné. Moi, je lui ai dit, écoutez, il faut que vous en rediscutiez avec M. Coiteux, pour que M. Coiteux ait une sensibilité face aux petites municipalités, parce que être ministre des Affaires municipales, c'est pas juste être ministre pour des grandes villes comme Montréal et Québec. Et je peux vous dire que moi, ça fait quelques années que je suis en politique, et c'est l'une des premières fois que je vois un ministre aussi peu intéressé par les problèmes que peuvent vivre certaines petites municipalités au Québec. Merci. Il y a Pentecôte, les gens doivent être quand même très déçus. Là, on a un refus après tout le temps que ça a pris pour s'entendre au niveau du conseil municipal pour essayer d'élaborer un projet. Là, il semble qu'il va être encore retardé.
demander, là. Ben, c'est sûr que les gens sont déçus. Ils misaient beaucoup là-dessus. T'as des gens qui veulent vendre deux maisons. S'il y avait possibilité d'avoir de l'eau potable, ça augmente le prix de leur maison, c'est bien certain. Mais par contre, là, question de salubrité, c'est bien sûr que le monde misait beaucoup là-dessus. Ça, c'est à la grandeur du secteur Pentecôte. C'est ça qui était visé. T'sais. Mais la déception est là. Mais moi, je ne suis pas surpris. Déçu, oui, d'un sens, mais pas surpris de la décision du... Toi, tu te l'expliques comment, cette décision-là? Là, c'est pas une question que la ville de Pont-Cartier est moins bien vue qu'une autre, que le dossier est arrivé en retard? Non, puis gars, je tirerai pas à boulet rouge sur tout ce que c'est qui est rouge, même si c'est pas mon parti politique qui est là en place présentement, mais gars, ça me donne pas le droit d'arriver puis critiquer du monde qui probablement là ne sont pas tout à fait responsables de la situation. Gars, je m'explique ça par le fait qu'on aurait dû présenter un projet qui était beaucoup plus simple, OK? Moins compliqué, moins de temps à arriver puis à travailler dessus. Donc, on aurait probablement pu déposer plus d'avance pour puis rentrer dans le temps où je sais qu'il y avait encore des fonds dans le programme. Donc, pour toi, il y a eu des erreurs de la part de la ville de Pont-Cartier, là, si je comprends bien. Ben, je pense que on aurait pu être plus judicieux dans la présentation de ce projet-là. Est-ce que le conseil municipal, vous êtes 2 de Pentecôte, là, sur 6 conseillers, 7 avec la mairesse, est-ce que le conseil municipal y croyait suffisamment à ce projet-là, à déployer tous les efforts nécessaires pour les gens de Pentecôte? Bien, sûrement. Là, moi, ce n'était pas ma suggestion, OK? Mais par contre, je me suis rallié. Je m'aurais vu très mal arriver puis dire non à l'accès à l'eau potable dans le secteur Pentecôte. Mais pour moi, j'ai toujours privilégié le puits d'eau souterraine avec une capacité augmentée. Tu as une usine de traitement au lieu d'en avoir 3 qui coûtent des frais récurrents énormes. C'est que tu en as une. L'eau souterraine, ça demande qu'un léger traitement. Les coûts récurrents sont beaucoup moins élevés. Vous savez, je n'en ai parlé en long et en large. Ça fait des années que j'en parle. Puis après ça, tu aurais eu le réseau de distribution, mise aux normes des eaux usées pour les 11 résidences. Puis à ce moment-là, ben peut-être qu'on aurait été en mesure de déposer un petit peu plus de bonheur quand il y avait encore des fonds, comme je vous disais tout à l'heure. T'sais? Je trouve ça malheureux, oui. Je suis déçu, oui, mais pas vraiment étonné. À toutes les fois qu'il est question de l'eau potable dans le secteur Pentecôte, il arrive toujours quelque chose jusqu'à ce qu'il y a du sable dans l'engrenage, puis ça fait dérailler le projet, que ça soit un pourcentage de subvention qui soit pas assez élevé, ou ben donc qu'il y a une volonté politique qui est pas là, ou ben donc là c'est le manque de fonds déposés pas à temps. Et il faut être honnête aussi, là, le cabinet du ministre Coiteux, quand il nous a envoyé la correspondance, là, justifiant leur décision, là, ils nous ont dit aussi, faut bien être honnête aussi, qu'ils nous disent à l'avant-dernier paragraphe dans la lettre que la ville de Pont-Cartier avait eu un accompagnement privilégié là-dedans, puis à 4 reprises, il avait sommé la ville de Pont-Cartier d'accélérer dans leur dépôt pour être sûr d'arriver en temps, puis qu'il y ait encore des fonds dans le programme. Il faut être honnête aussi là-dedans. Voilà le conseiller municipal Alain Thibault qu'on a entendu juste avant la députée Lorraine Richard et la mairesse de Port-Cartier, Violaine Doyle. Il y avait une conférence de presse à l'hôtel de ville à Port-Cartier ce matin pour parler de l'eau potable, une subvention qui n'arrive pas pour l'eau potable du côté de Pentecôte. Ça complète notre émission Côte-Nord Attitude. Valérie Dionne, un gros merci pour la co-animation. Merci à toi, Jean. Tu seras encore à la radio, toi, ce soir, oui, demain matin, mercredi midi et à d'autres moments aussi. Au revoir tout le monde. 94.1